des camps miniers, etc., etc. Et, à ma connaissance, et peut-être que Mme Van der Waal pourrait me corriger, il y a l'équivalent, pour vous donner un exemple du contrôle qui est effectué avec ces projets-là, il y a un équivalent de 4 à 5 personnes à temps plein au MDDEP, secteur Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, qui sont là pour contrôler à peu près l'équivalent de 18 mines de métal et presque 300, 400 projets d'exploration par année. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Je serais curieux d'entendre la réponse. Donc, ça, c'est en gros le squelette du principe du free mining. Définition générale, un droit de libre accès aux ressources minières d'un territoire, 3 types de droits. Et là, on va rentrer dans le jus, dans le cœur de la loi sur les mines du Québec. Le but de la loi sur les mines du Québec, selon l'article 17 de la loi que vous pouvez trouver sur le site du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Favoriser la prospection, la recherche, l'exploration et l'exploitation des substances minérales en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire. Je me souviens la première fois que j'ai lu cet article-là, je suis resté, puis en fait ça fait peut-être 1 an et demi maintenant, je suis resté assez surpris de la deuxième partie du but de la loi sur les mines, qui est celle de tenir compte des autres possibilités d'utilisation du territoire, alors que ce que je constatais dans la recherche puis de mon expérience sur le terrain, c'était que cette partie-là, en fait, était pratiquement inexistante en pratique. Et que la loi était plutôt faite pour favoriser les travaux d'exploration et d'exploitation minière au Québec. Et pour vous donner quelques exemples, là, j'aurais pas en choisir plus, mais j'en ai choisi 5 que je vais passer rapidement. Premier exemple, la loi prévoit que l'entrepreneur minier peut exproprier les propriétaires privés lorsqu'il y a un projet d'exploration ou d'exploitation. C'est l'article 235. Il faut le lire peut-être 2-3 fois pour bien le comprendre, mais en fait, cet article-là, ce qu'il dit, c'est qu'un titulaire de droit minier, donc un claim, il peut acquérir à l'amiable ou par expropriation. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas réussi, par exemple, à s'entendre avec un propriétaire privé, ben, il peut recourir à la procédure d'expropriation pour passer à l'étape d'exécuter ses travaux d'exploration ou d'exploitation. C'est sûr que, en tout cas, à ma connaissance, j'en connais pas de cas où cette loi-là elle a été appliquée, où il y a eu expropriation de propriétaires privés. Peut-être il y a eu un cas qu'on m'a dit dans les années 80 où ça a failli se rendre là, mais que finalement ça s'est résorbé juste avant. Mais c'est une situation qu'on pourrait voir se passer cette année au Québec, à Malartic, où il y a environ encore 5 à 8, je pense, résidents qui ne souhaitent pas vendre leur maison pour la mise en place d'une méga-mine à ciel ouvert. Puis, ce qui est problématique avec un article comme ça, c'est que où se situent les droits des citoyens, où se situent les droits des propriétaires privés, lorsqu'un entrepreneur débarque chez lui et lui dit, écoute, moi, je te demande poliment, est-ce que je peux faire mes travaux d'exploration? Mais je veux juste te le dire, si tu refuses, en fait, la loi est de mon bord. Regarde l'article 235. Et ça met les citoyens dans une drôle de position, et d'autant plus qu'il n'y a rien de prévu dans la loi pour, par exemple, expliquer à quelles conditions qu'un entrepreneur peut recourir à l'expropriation. C'est quoi les procédures de médiation? Y a-t-il des compensations? Une procédure de compensation qui est établie? Est-ce que les citoyens ont accès à une aide juridique? Rien de tout ça est écrit dans la loi. Ce qui rend les citoyens un peu, puis les propriétaires privés un peu, en fait, bouche bée souvent devant des projets d'exploration. Et là, j'ai à peu près, moi, une dizaine de codes documentés que les gens m'ont fournis maintenant depuis un an et demi. Donc, le droit d'exproprier, c'est un droit fort, puissant,
Et c'est un outil qui, de l'avis de plusieurs, est nettement à l'avantage de l'industrie et non pas aux citoyens ou aux communautés. Deuxième exemple, pouvoir OK. Il y en avait un autre. Pouvoir des municipalités et des MRC limités. Donc là, on a parlé des propriétaires privés. On pourrait passer à une autre échelle, celle des communautés, des municipalités, des MRC, à la limite des conférences régionales des élus. C'est quoi leur pouvoir en termes de décision de l'utilisation du territoire, du développement du territoire? En fait, par rapport aux mines, il y en a très peu. Ici, on a un article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit « Aucune disposition mise de l'avant par une municipalité ne peut avoir pour effet, en résumé, ne peut avoir pour effet d'empêcher l'acquisition de titres miniers, l'exploration puis l'exploitation. » Autre exemple qui vient appuyer en fait cet article-là de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais celui-là, il vient de la directive 019. Les activités d'exploration, d'exploitation et de traitement du minerai ne nécessitent pas de certificat de conformité aux règlements municipaux. Et ça fait référence, en fait, pour ceux qui s'y intéressent, à l'article 8 d'un règlement relatif à la loi sur la qualité de l'environnement, qui fait en sorte que, finalement, lorsqu'une compagnie demande un certificat d'autorisation environnementale pour un projet, elle n'a pas à demander l'autorisation ou la permission d'une municipalité. Si on interprète bien cet article. Donc, on voit que dans des contextes, même ici, sur cette île ou dans la région, ça devient problématique. À un moment donné, quand une compagnie a déjà acquis des titres, a déjà fait de l'exploration, puis là, on se rend compte que, légalement, on a peu de recours, en fait, pour peut-être mettre en application la volonté de la population qui est de dire non, on ne veut pas d'uranium. Un exemple, ici, c'est la ville de Malartic que vous voyez. Une vue aérienne, c'est une photo qui vient d'une présentation de la compagnie Cisco qui propose de réaliser une méga-mine à ciel ouvert en plein cœur de la ville et qui va nécessiter le déménagement de 200 maisons, 200 résidences et 5 institutions publiques. En gros, la fosse, le trou de la mine va faire quelques 2 kilomètres de long, à peu près sur cet axe-ci, si je ne me trompe pas, par un 800 mètres de large et 400 mètres de profond, plus profond que la tour Eiffel. Et c'est un exemple où, à ma connaissance, et j'ai participé au BAP et j'ai essayé de comprendre c'était quoi les droits de la municipalité. Je pense pas que la municipalité avait beaucoup de recours pour refuser un projet comme celui-là. Elle a maintenant d'autres recours. Si elle voulait, elle pourrait exiger peut-être des garanties financières, etc. Mais ça met encore une fois les municipalités, les MRC, les instances régionales dans une position légale délicate et par rapport aux entrepreneurs miniers. Un autre exemple, celui-là vient de l'Ontario. Récemment, depuis peut-être 2-3 ans, il y a des conflits un petit peu à quelques endroits en Ontario par rapport au principe du free mining et la loi sur les mines là-bas, mais aussi par rapport à l'uranium. Donc, dans le sud-est de l'Ontario, il y a des propriétaires privés, il y a aussi des Premières Nations qui se sont unis pour dénoncer le fait que ils pouvaient pas dire non à l'exploration de l'uranium.